Merci à tous. Bon, j'espère que l'ingéniosité humaine et des médecins qui nous ont pris en charge pendant des siècles va vous intéresser. Donc voilà, depuis que l'homme est là, il a toujours essayé de se soigner, déjà pour préserver son intégrité et donc vivre le mieux possible. Et puis peut-être pour un jour devenir éternel. C'est l'espoir de certains de nos amis transhumanistes aujourd'hui, où ils sont persuadés que la science va les empêcher de vieillir et de rester éternellement jeunes, en supprimant ceux qui sont trop sur Terre. Bon, on verra. Juste deux petites définitions. Donc on parle de prothèse orthopédique. En fait, il y a toujours une confusion dans l'esprit des patients, des gens. Il y a ce qu'on appelle les prothèses externes, où lorsque quelqu'un malheureusement a perdu un segment de membre, eh bien on va essayer de le lui remplacer. En membre inférieur, entre guillemets, c'est facile à imaginer, puisqu'il faut avoir appui sur quelque chose. Donc ça peut être rudimentaire et déjà utile. Remplacer une main, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Sinon, on va plus parler de prothèse articulaire, qui est mon domaine, où le chirurgien va remplacer une articulation abîmée, disparue, par quelque chose d'artificiel. Comme ça, voilà, cela pose un peu le sujet. Donc on va commencer par aller loin en arrière, où, entre guillemets, il ne se passait rien, mais il y avait quand même des choses dans l'histoire humaine. Je vous laisse lire, puis je vous lis aussi. Donc un étudiant a demandé à un anthropologue quel était le premier signe de civilisation dans une culture. Et puis évidemment, comme on cherche des trucs quand on gratte la terre, on se dit c'est un bol cassé, un bout de ferraille sculpté. Eh bien, pour elle, non, c'était la différence entre l'humain et l'animal, où les premières sociétés humaines ont essayé de préserver leurs individus. Et en fait, le truc, c'était le jour où elle a retrouvé un squelette avec un fémur cassé, mais consolidé. Alors, un fémur pour consolider, il lui faut 3 mois. Donc, ça veut dire que dans ce groupe d'individus, pendant 3 mois, les gens se sont occupés les uns des autres, se sont occupés de se blesser jusqu'à sa guérison. Et donc, voilà, la civilisation, c'est une aide communautaire. Notre ami Néandertal, qu'est-ce qu'on va trouver à cette époque-là? En fait, des crânes avec des traces de trépanation. Détail, c'est quelqu'un qui nécessairement a survécu, parce qu'en fait, vous voyez le pourtour de la trépanation, l'os est émoussé et on voit qu'il a commencé à repousser. Donc ça veut dire que cet individu n'est pas décédé suite à la trépanation. À côté, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, nos prothèses à nous, des plaques en titane vissées, des petites plaques un peu partout. Donc on répare les gens beaucoup mieux, mais déjà il y a très longtemps, on arrivait à les guérir avec des outils souvent rudimentaires, un petit bout d'obsidienne, un manche en bois avec une petite pierre taillée pour faire des petits trous. On ne peut pas savoir si c'était des trépanations thérapeutiques ou si c'était plus culturel, où on pensait faire sortir du crâne l'esprit mauvais ou la folie. Dans certaines civilisations, c'était le cas. Donc voilà, néolithique, entre 6000 et 2200 avant JC. Donc les anthropologues ont retrouvé des outils, comme je vous disais, céramique, pierre polie. Un petit outil à côté de trépanation, mais que lui, c'est le 19e siècle. Vous voyez, c'est un peu plus travaillé. Puis on utilise des beaux matériaux, parce que le chirurgien était, entre guillemets, noble à l'époque, donc il fallait qu'il ait aussi des outils un peu sculptés. Qu'est-ce qu'on peut noter à cette époque-là? Dans les sépultures, les squelettes qu'on a trouvés, il y avait tout de même à peu près 20% des gens qui avaient une arthrose déformante, qui atteignait d'ailleurs souvent la colonne vertébrale, plus que les hanches et les genoux, car comme les gens ne vivaient pas très vieux, ils n'usaient pas le reste. Une autre trouvaille, 4800 ans avant JC, la première prothèse peut-être, un œil.
Bon, je crois qu'on ne pouvait pas trop voir avec, mais au moins, ça permettait de faire chic. À côté, d'autres prothèses plus élaborées, qui donnaient plus l'illusion du réel, mais toujours pas de vision, hein, pas de chance. Donc là, on est chez nous, entre guillemets, hein, du côté de l'Europe, mais la Terre est vaste. Hein. Donc les peuples antiques, ils se débrouillaient pour essayer de survivre. Hein. Ils savaient extraire une flèche, réduire une fracture avec des attelles, ou d'autres procédés plus ou moins rudimentaires. Mais donc, un peu plus loin, sur le continent indien, en fin de compte, ils étaient plus évolués que nos ancêtres, hein, puisqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait une personne qui s'appelait Surata et qui déjà faisait des dissections pour essayer donc, de découvrir l'anatomie humaine et à partir de là, soigner les patients. Là, une autre prothèse hein, qui permettait de remplacer quelques segments de corps abîmés. Et donc, en fait, ce monsieur, 6 siècles, 7 siècles avant Jésus-Christ, il pratiquait déjà une chirurgie de haut vol, puisque c'est le premier chirurgien plasticien au monde. Et on lit encore ses traités de chirurgie, puisqu'il pouvait reconstruire des jambes qui avaient été amputées du nez, parce qu'à l'époque, quand on avait volé un morceau de sucre, on pouvait avoir le nez en moins. Et donc, il les aidait à survivre et était capable donc, de faire des procédures déjà complexes de reconstruction. Ce n'est pas tout à fait la prothèse, mais c'est aussi une étape, puisqu'en fait, pour arriver à nos histoires de prothèses, il faut déjà être capable de faire de la chirurgie, et de la chirurgie dont on ne va pas décéder. J'ai oublié de mettre ça en route, moi. Revenons dans notre coin, en Grèce, avec la mythologie. Donc Tantale tue et coupe en morceaux son propre fils pour le donner à dîner aux dieux, mais c'est un festin que les dieux n'aiment pas trop. Et donc dans sa macabre démarche, il arrive quand même à rouler Déméter, parce que lui, il avait autre chose en tête, donc il n'a pas fait attention. Donc il va manger de ce corps humain. Mais là aussi, les dieux estiment que les humains n'ont pas à se mêler de leurs affaires. Donc en fin de compte, ils arrivent à recréer cette personne avec une prothèse d'épaule en ivoire. Maintenant, c'est juste la mythologie. On n'a pas trop de preuves. Hein. Donc dans l'Antiquité, que se passait-il ? Égypte, Grèce, Rome. On avait réalisé quelques prothèses. C'est notamment en Égypte où on va retrouver vraiment des prothèses mais externes qui pouvaient tout de même être utiles puisqu'on remplaçait par un membre artificiel un segment de corps amputé. Bon, toujours une anecdote, hein, Hérodote qui parle d'un prisonnier qui se serait amputé le pied et donc on l'aurait reconstruit avec un substitut en bois. Bon, généralement, amputé du pied à cette époque-là, on ne survit pas. Hein. Donc voilà l'Égypte, hein, avec donc cette orthèse d'orteil qu'on retrouve dans je ne sais plus quel musée. Donc là, on a quand même reconstruit le gros orteil, d'autres orteils un peu. Ça devient quand même sophistiqué puisqu'il y a un mélange de plusieurs matériaux pour le réaliser. Le pont dentaire étrusque, qui est aussi une forme de prothèse, hein, où on fait de la petite chirurgie. Et puis vous voyez sur des vases, on voit qu'il y a déjà quand même des actes de chirurgie ou des saignées réalisées pour différents traitements. Toujours en Égypte, une autre orthèse de gros orteil. L'on voit tout de même des instruments chirurgicaux, donc nécessairement il y avait une chirurgie de pratiquer. Alors, le résumé d'une amputation, et puis des circoncisions rituelles qui nécessitaient quelques outils. Mais on ne savait pas faire plus. On a retrouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, en 1858, cette fois-ci donc une orthèse qui date de 300 ans avant Jésus-Christ, donc dans la Rome antique. Là aussi, un mélange de matériaux pour essayer d'aider un humain à continuer à marcher. Chez les Mayas, bon, c'est surtout décoratif.
Mais dans la définition de la prothèse, c'est une prothèse aussi, puisque l'on a mis à l'intérieur de la dent des petits diamants, enfin pas des diamants, mais enfin des pierres précieuses, des émeraudes, je cherchais le mot. Donc vous voyez, l'homme est toujours très inventif. On remonte tout doucement le temps, puisqu'on essaye de connaître cette chirurgie, quand est-ce qu'elle a vraiment démarré. Au Moyen-Âge, eh bien, comme vous le savez, c'est une période dite un peu d'obscurantisme, hein, puisque les invasions barbares vont rayer une certaine culture, et il ne se passe rien. Et puis, surtout, il y a l'Inquisition, et donc l'Église catholique, qui empêche de réaliser les autopsies, et donc on stagne beaucoup. Et donc à l'époque, en fait, il y avait ce qu'on appelle les barbiers chirurgiens, il n'y avait pas de véritables médecins ni de chirurgiens, il y avait des médecins qui se prétendaient médecins. Et donc ces gens-là, ils aidaient quand même le peuple, hein, puisque ils rasaient, ils coupaient les cheveux, ça pouvait être utile. Hein. Surtout, ils ouvraient les abcès superficiels, ils faisaient parfois des saignées, ils mettaient des ventouses, ils faisaient des cautères, des pansements, ils paraient les plaies, puisque dans ce temps-là, les gens se bagarraient beaucoup à l'arme blanche, donc souvent ils ne décédaient pas, mais par contre ils étaient bien blessés. Donc pareil, ils soignaient les fractures, les luxations, mais voilà, ce n'étaient pas de véritables médecins. Ils leur obéissaient, mais les médecins eux-mêmes n'étaient pas vraiment médecins. Alors certains quand même savaient réimplanter des membres. C'est marrant. Donc là, c'est Saint-Côme et Saint-Damien. J'ai un peu oublié l'histoire parce que je l'ai lu il y a longtemps. Donc en tout cas, c'est un monsieur qui est amputé, si je me souviens, c'est pour une tumeur. Et puis, il faut quand même qu'ils s'y mettent à deux, ces deux saints. Donc là, ils arrivent à réimplanter la jambe d'un cadavre, en fait, hein, d'un patient décédé. C'est ce patient qui, lui, était vivant. Mais bon, là aussi, c'est la légende et le tableau. Les humains n'en sont pas là. À la Renaissance, là, on avance à nouveau. L'esprit critique réapparaît, puisqu'il y a un petit peu moins de dictature. Donc on a Léonard de Vinci, surtout Vesalius, qui va se mettre à fond à l'anatomie, faire des dissections, et publier un traité d'anatomie de 700 pages, qui est une vraie anatomie moderne, et non pas comme celle des Romains, où en fin de compte, ils connaissaient très peu le corps humain, et avaient écrit surtout beaucoup de choses fausses. Les gens commencent à découvrir la circulation sanguine, le rôle moteur du cœur, et donc, tout cela avance, toujours des guerres, et donc les gens se font la main sur les pauvres soldats blessés, mais c'est aussi malheureusement ça qui permet de faire avancer la science et de préserver après d'autres patients qui, eux, sont juste malades. D'où notre célèbre Ambroise Paré, qui a fait avancer les choses. Hein. Voilà, donc 1529, où Paré, après avoir longtemps sillonné les champs de bataille, va introduire l'amputation comme mesure vitale en médecine, puisque il vaut mieux être amputé que mourir de septicémie ou d'autres raisons. Et en fait, Paré va publier des livres sur toujours les prothèses externes. Il va s'aider d'un horloger, d'un serrurier, et ils vont essayer de mettre au point des prothèses pour les gens amputés de membres inférieurs, notamment des corsets pour redresser des scolioses. Donc tout ça avance tout doucement. Bon là, comme vous voyez, une main prothétique de cette époque, il y a quand même une sorte de mécanisme derrière, mais de toute manière, il manque le moteur. Donc revenons un peu à Vézal. Alors c'est un personnage qui est quand même un peu curieux, parce qu'au début, sa passion, c'était de récupérer des cadavres au bord des gibets de Paris. Donc il faisait de l'anatomie en cachette, puis tout compte fait, il passe quand même son doctorat en médecine, et puis comme il est un peu curieux, il se fait chasser de Belgique, de France, et part en Italie, et puis là, il est un peu plus libre, donc il va vraiment faire de la dissection, publier des ouvrages aidés par des dessinateurs, qui vont être une référence pour justement cette science chirurgicale qui servira à l'avenir. Et puis il pose des diagnostics, anévrisme de l'aorte, décrit le mécanisme de la respiration. D'où le début de la réanimation, indispensable à la chirurgie.
Donc voici notre personnage Vézal. Je crois que vous connaissez tous cette image, hein, elle passe quand même souvent. Et le voilà aussi dans son coin avec ses cadavres chéris. Et tout ça fait avancer les connaissances qui servent à d'autres. 18e siècle, bon, je cite des noms que les médecins connaissent, vous moins, il y a moins de raisons, mais c'est des noms qui ont marqué notre histoire. On a Petit en France, Carpa en Italie, hein, c'est le triangle qui est là, Inter. Donc ces gens-là commençaient à faire des opérations simples, que l'on savait aussi a priori faire dans l'Antiquité, mais on n'avait pas d'anesthésie. Là, il n'y en avait pas vraiment, mais un peu plus, quoi, hein. Surtout l'alcool. Donc ils traitaient les hernies parce que c'est superficiel, les tumeurs cutanées, puis bien sûr toujours les plaies, les fractures. Donc ils commencent à se perfectionner dans l'art chirurgical, notamment avec notre empereur Napoléon Ier, qui, ayant fait beaucoup de guerres, mais ne voulant pas perdre tous ses soldats, essayait quand même de les faire réparer comme il pouvait. Donc on avait notre chirurgien célèbre, Larrey, donc le chirurgien de l'empereur. Donc on rapporte qu'il amputait une cuisse en 4 minutes et un bras en 12 secondes. Il sillonnait les champs de bataille, hein, c'était aussi les premières ambulances. Hein, et les champs de bataille, c'était des centaines de personnes blessées. Il fallait aller vite pour essayer de guérir tout le monde. Enfin, guérir est un grand mot. Hein. Et puis aussi, le dernier, ayant perdu beaucoup de sang, avait moins de chances de survivre. Donc il fallait aussi essayer d'aller vite pour arriver jusqu'au dernier. Bon, après, les suites opératoires n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Un petit retour en arrière, mais on est à peu près à la même époque, hein, où, passé donc cette répression catholique, les gens commencent à oser faire de la dissection pour découvrir l'anatomie des humains, qui jusque-là était cachée, et donc interdite, et avaient leur première trousse d'outils, plus ou moins rudimentaire, mais qui existait tout de même. Au début du XIXe siècle, donc toujours un déséquilibre entre la connaissance chirurgicale mais les possibilités de soins. Donc beaucoup de noms là aussi connus, Liston, Langenbeck, chez nous Nélaton, Dupuytren qui a décrit la déformation de la main mais aussi la façon de l'opérer. Ils opéraient peu puisqu'il n'y avait pas d'anesthésie et surtout beaucoup d'échecs puisqu'on ne connaissait pas encore ni les bactéries ni la façon de s'en prémunir. Et donc ils ne comprenaient pas pourquoi les gens suppuraient après et pouvaient mourir. Donc ils pensaient tous que rien ne pouvait progresser, qu'ils étaient très forts, mais ils n'opéraient pas beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il va changer ce 19e siècle ? C'est tout ce qui entoure la chirurgie qui nous permet, nous chirurgiens, d'opérer. Hein. On est dans une équipe, on ne fait rien tout seul. D'abord l'anesthésie, hein, parce qu'on ne peut pas concevoir de découper les gens à vif, sauf dans certains endroits. Donc ça c'est 1846, c'est pas si loin que ça. L'antisepsie, et puis l'asepsie, qui est, j'espère que vous le comprendrez, un peu différente. Et enfin, là aussi, pour maîtriser son sujet, l'apparition de la radiologie, qui date presque du début du XXe siècle, 1895. Aux États-Unis, la guerre de sécession, hein, qui a entraîné aussi son lot de personnes handicapées, hein, et qui a permis de faire progresser un peu toujours la science de la prothèse externe. Hein, chaque concepteur essayant d'être un peu plus ingénieux que son collègue pour toujours aider les gens à survivre, même s'ils avaient des membres vitaux amputés. Alors, revenons à l'anesthésie. Donc 1846, en fait, c'est 2 dentistes qui trouvent ça un peu par hasard, comme souvent d'ailleurs les découvertes scientifiques. Donc là, c'est le protoxyde d'azote qu'on utilisait en fait dans les foires, donc puisque ça rend les gens hilars, le gaz hilarant. Puis, il trouve aussi les propriétés anesthésiantes des vapeurs d'éther. Et ainsi, en 1846, on endort le premier opéré au Massachusetts General Hospital de Boston, qui existe toujours et est toujours de renommée mondiale. Donc bien sûr, retentissement énorme qui fait le tour de la Terre, et l'éther est adopté par les chirurgiens, pensant que la douleur était totalement vaincue. De ce fait, ils commencent à opérer
de plus en plus et des chirurgies de plus en plus lourdes. Bon, tout n'est pas réglé, comme je vous le disais, hein, parce que les petites bactéries, elles passent par là. Et de ce fait, des taux de mortalité catastrophiques, hein, 50-70% pour certains, parce que les gens sont surinfectés, il n'y a pas d'antibiotiques, et donc ils décèdent dans des souffrances souvent atroces, et donc on revient à nouveau en arrière. On se pose toujours des questions, bien sûr, quand quelque chose ne va pas, hein. Les humains avancent toujours en réfléchissant. Donc cet empoisonnement du sang, comme il le disait à l'époque, en fait, donc c'était une septicémie. On ne sait pas l'expliquer, on parle d'inflammation, d'irritation, de poison qui aurait été mis par je ne sais qui. Mais les chirurgiens, imbus de leur personne, ne pensent pas que c'est eux-mêmes qui créent le problème. Hein, puisqu'à l'époque, ils opéraient main nue, avec des instruments lavés au savon de Marseille, j'imagine. Donc c'était assez catastrophique. Et en plus, comme ils s'occupaient des hôtels-dieux et autres hôpitaux généraux, ils passaient parfois de patients surinfectés, ils faisaient un accouchement, après ils faisaient une autopsie, et puis l'après-midi, ils revenaient en salle d'opération, et donc en ayant ramassé tous les germes du matin qu'ils donnaient aux pauvres patients du soir. Et donc, bien évidemment, tout ça se terminait mal. Donc après, y a des gens qui ont réfléchi, mais comme souvent, ceux qui essaient de faire avancer les choses, on ne les écoute pas, hein, on les écoute quand ils sont près de la fin. Et donc, ils sont tournés en dérision, puisqu'il y a toujours, en Occident, une science officielle, et hormis la science officielle, il ne peut pas exister quoi que ce soit d'autre. Donc, à partir de là, en même temps, Louis Pasteur commence à découvrir les bactéries. Et puis il se dit que l'air véhicule des germes qui peuvent être la cause des suppurations. Et donc c'est un nom aussi important, hein, c'est Lister à Glasgow, qui se dit tiens, c'est pas idiot tout ça, si on opérait dans des endroits propres, ce serait mieux. Et puis il pense aussi que si les pansements sont propres, ça va tuer les bactéries qu'on a mis à l'intérieur. Bon, c'est un raisonnement. Mais en tout cas, ça avance. Donc à partir de là, justement, donc l'asepsie va faire place à l'antisepsie. On ne faisait qu'essayer de gommer les germes. Là, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de germes. Donc avoir des instruments stériles dans une atmosphère stérile. Et donc c'est notamment l'apport de Pasteur, où on va stériliser tous les instruments utilisés à la chaleur. Et donc les germes sont tués. Et le chirurgien, lui, va essayer d'avoir des instruments stériles, des bandages propres, des éponges, des fils de suture là aussi stérilisés, non pas qui baignent dans un liquide quelconque. Et donc tout ça avance, mais on est déjà fin 19e siècle. Donc, il faut de tout. Pour l'instant, les chirurgiens maintenant se lavent les mains, donc les infections diminuent, mais ils opèrent quand même à main nue. Et puis, l'idée vient de quelqu'un qui se dit que si on recouvrait les mains avec quelque chose, il n'y aurait pas de contact direct avec le corps du patient. Et donc, là aussi, pas de germes. Et c'est l'invention du gant chirurgical, qui au début était un gros gant en caoutchouc, pas très pratique. Donc, toujours à cette fin du 19e siècle, enfin, on arrive à des conditions de chirurgie, entre guillemets, moderne, où le chirurgien, il lave les mains, il met des gants en caoutchouc, il va avoir une casaque stérile ou propre, il va avoir un champ opératoire qu'il va nettoyer. C'est en fait, grosso modo, tout ce que l'on fait aujourd'hui, juste avec des outils un peu plus modernes. Donc anesthésie et antisepsie permettent au chirurgien d'opérer, donc sans être arrêté ni par la douleur ni par l'infection. Et donc, à partir de là, l'invention humaine continue et les gens les collègues créent des techniques opératoires pour défricher l'ensemble des pathologies. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Et puis, comme toujours dans l'histoire humaine, il y a des guerres qui font avancer, arrêter, reculer. Et donc, la Première Guerre mondiale a stoppé l'essor de cette chirurgie entre guillemets conservatrice, pour repartir sur les blessés de guerre, les gueules éclatées qui ont fait avancer l'ORL et la chirurgie plastique, mais guère autre chose. Par contre, on forme de plus en plus de chirurgiens, donc déjà, la dextérité est une chose importante.
Là, une petite photo d'un masque anesthésiant de l'époque, hein, fabriqué à Paris. Vous voyez, ça ressemble plus à un masque à gaz que d'ailleurs c'était du gaz, hein, puisque c'était le protoxyde d'azote ou l'éther. Mais c'était rustique, mais efficace. Donc le mérite de ces chirurgiens est tout de même immense, hein, puisqu'ils posent les bases de la chirurgie moderne. Hein. On n'opère plus dans son appartement, mais dans une salle spéciale. Il y a une salle de stérilisation à côté pour nettoyer et stériliser l'instrument, les draps, etc. Enfin, comme je vous disais, on travaille en équipe, hein, et on voit se créer les premières écoles d'infirmières, notamment sous l'influence d'une dame anglaise, Florence Nightingale, en fait toujours avec les guerres. Hein. Là, c'est la guerre dans les colonies indiennes. Et donc, je ne sais plus quel lord confie à cette dame, qui d'ailleurs n'est pas infirmière, l'organisation des soins, puisque toujours pareil, entre les salles communes, les pseudo-infirmières qui passent d'un patient à l'autre, il y a des tas de gens qui décèdent pour des raisons futiles. Et donc, elle va se bagarrer pendant toute sa vie pour faire reconnaître le métier dit d'infirmière, car c'est elle qui prodigue les soins prescrits par les patients, par les médecins, et aussi va aider les chirurgiens dans sa tâche. Mais il faudra longtemps pour que tout ça soit reconnu, puisqu'on disait, pourquoi quelqu'un de spécifique, pourquoi une organisation, mais c'est l'organisation du travail qui est la base du succès. Donc les instruments, là aussi, se perfectionnent, hein, puis chacun a toujours une idée pour faire un écarteur différent de celui du voisin, ou qui, dans une situation différente que l'autre n'a pas nécessairement pensé. L'anesthésie progresse. On commence à créer des machines, cette fois-ci, d'anesthésie, qui vont vraiment faire pénétrer les gaz dans les poumons. Et puis apparaissent les premiers produits introduit par voie veineuse, hein, le pain total, anciennement connu. Pour opérer, il faut que les gens soient détendus. Le curare des Indiens est utilisé cette fois-ci à des fins médicales. Et donc, toujours pareil, on réunit les conditions pour pouvoir faire de la chirurgie moderne et appliquer nos idées. La transfusion sanguine, qui est un pas important aussi, hein, avec la découverte des groupes sanguins, parce qu'au début, on met au point le circuit pour faire passer le sang d'un être humain à un autre, mais avec des résultats plus ou moins bons, puisque l'incompatibilité de groupe entraîne le décès de celui qui est transfusé, alors que le but était plutôt l'inverse. Donc voilà, les seringues spéciales. Hein, ici, une image de transfusion de fin 19e, début 20e, avec la petite pompe. Donc un médecin qui invente le système, mais il ne connaissait pas encore la compatibilité des groupes. Enfin, comme je vous disais, là, j'en parle pas beaucoup, hein, parce que ça pourrait être un chapitre entier, mais la radiologie, pour nous, a été aussi une étape fondamentale, puisque enfin, on peut voir déjà la pathologie à travers le corps, donc sans l'ouvrir. Donc les gens qui se plaignent d'une douleur à droite à gauche, en faisant la radiographie, on comprend mieux pourquoi ils se plaignent. Ça permet aussi de guider les gestes et puis de voir ce que l'on a créé. Donc on est loin de nos barbiers chirurgiens du Moyen-Âge. Bon, il s'est quand même passé 5-6 siècles. Mais ils étaient quand même utiles, permettaient d'arracher une dent pourrie ou d'ouvrir un abcès. Juste un aparté, là aussi, parce que je ne vais pas m'étendre sur les prothèses externes. Hein. Aujourd'hui, on arrive aux prothèses bioniques. Hein. On est loin de cet arsenal de choses confectionnées par nos serruriers, puisque on arrive à créer des exosquelettes. Et pour les patients amputés pour X raisons, parfois ils arrivent à commander des prothèses externes par les petits bouts de nerfs qu'il leur reste au bout de leur moignon, ou même par la pensée. Donc revenons un petit peu à nos histoires de prothèses articulaires. Nous sommes toujours à la fin du 19e. Deux personnes qui ont marqué ce moment, c'est Gluck et Péan, donc un Français.
Gluck, qui commence à faire des prothèses un peu partout, la hanche, le genou. À l'époque, elles sont en ivoire. Elles sont collées à l'os par un ciment composé de plâtre, de pierre ponce, pour dire qu'a priori, ça ne devait pas tenir très longtemps. Péan, chez nous, fait un petit peu la même chose, un peu plus perfectionné tout de même, une prothèse d'épaule, platine, iridium, toujours un ciment bizarre, mais tout de même des métaux un peu plus sophistiqués. Et sa prothèse, elle dure quand même 3 ans. Comme je vous le disais, l'intérêt de la radiographie, où donc on voit cette prothèse qui reprend à peu près tout l'humérus. A priori, ça devait être un patient qui avait une tuberculose. Donc la tuberculose osseuse à l'époque, enfin on en voit encore aujourd'hui, hein, c'est une pseudotumeur, parce que ça envahit tout et qu'il n'y a toujours pas d'antibiotiques. Là, c'est Gluck, hein, une sorte de petit champignon qu'il insérait dans le fémur et qui roulait plus ou moins dans la cavité de la hanche. Mais il fallait de toute façon essayer pour avancer. Hein. Donc c'était il y a 150 ans. De notre côté en France, on a un personnage qui s'appelle Andry, qui ne fait pas de véritables prothèses, mais qui met au point des opérations pour corriger les déformités, soigner les tumeurs ou les abcès vieillis. Bon, c'est aussi une figure importante de la chirurgie française, pour cela que je vous la cite, puisqu'on a un petit cercle Nicolas Andry dans notre société. On saute un peu quelques dizaines d'années après la Première Guerre mondiale. Là, on est aux États-Unis. On fait donc au niveau de la hanche des cupules fémorales. On a essayé, entre les 20 premières années, d'interposer de l'ivoire, du buis, du caoutchouc, du cuivre, de l'or, de l'argent. Donc on essaye tous les matériaux, puisqu'on ne sait pas quel matériau sera accepté par le corps. Puis, donc, toujours à Boston, hein, on avait parlé il y a quelques minutes. Là, c'est Smith-Peterson. Déjà, il met au point une voie d'abord de hanche par l'avant, hein, donc il y a 150 ans, qui ne sera pratiquement pas utilisé dans le monde pendant une centaine d'années et qui revient à la mode depuis 15-20 ans. Mais bon, vous voyez, la mode, c'est pas qu'en vestimentaire. Et donc, lui met au point une sorte de cupule. Il fait des moules sur la tête du fémur. Et là aussi, il utilise différents matériaux jusqu'à arriver à une sorte d'alliage de chrome, cobalt, molybdène et qui, lui, est bien toléré par le corps. Je vais vous montrer un peu les photos. Donc au début de l'acrylique, après de sortes de graphite et enfin des moules en métal qui vont coiffer la tête du fémur et donc déjà lui recréer une surface. C'est donc un premier pas vers les prothèses et on en reparlera plus tard. Il y a encore des prothèses comme cela. Encore une guerre, on en a beaucoup dans notre histoire. Hein. Cela permet au moins d'acquérir les antibiotiques, hein, avec Alexander Fleming qui découvre la pénicilline, première utilisation en 40 seulement. On arrive à rendre le sang incoagulable avec donc les premiers anticoagulants qui, bien sûr, permettent la transfusion, mais aussi vont commencer à soigner phlébite et embolie pulmonaire qui arrivent. On arrive à mieux calmer les douleurs des opérés puisqu'on a les opiocés. Enfin, toujours dans cette anesthésie, on peut accélérer, ralentir le rythme cardiaque, donc contrôler le patient endormi, contrôler la tension. Et donc, la pose des prothèses devient de plus en plus possible, surtout que là aussi, on a amélioré les salles d'opération qui deviennent des vraies salles d'opération avec une atmosphère quasi stérile, qu'on utilisera surtout après dans les années 50. Nous voilà après-guerre chez nous, puisque tout redémarre. Et en France, on commence à construire les premiers hôpitaux. À gauche, l'hôpital Beaujon, hein, qui existe encore. Mais je ne sais plus s'il travaille dedans d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds à Paris. Il y avait un peu trop de terroristes. Et puis Cochin, qui là aussi est connu normalement à travers la France entière et qui était une mecque de l'orthopédie française. Donc voilà, les pionniers français. Robert Merle-Daubigné, toujours à gauche. En bas, les frères Judet. Et ces gens-là vont créer les fondements vraiment de l'orthopédie française, en créant, surtout pour Robert Merle,
des services de prise en charge moderne. Et les frères Judet, c'est toute une génération de Judet, puisque leur père commence déjà à faire un traité des fractures, là, que j'ai dans mon bureau, à 1880-1890. Et puis, il y en a deux qui se mettent à faire des prothèses de hanche, pour l'un, 46, et l'autre, lui, soigne plutôt les séquelles diverses de traumatisme ou de chirurgie, et donc met au point une chirurgie assez délabrante, mais très connue, qui est la libération de toute la cuisse, parce qu'il y avait des gens qui, après une fracture, par exemple, avaient la cuisse collée sur le fémur, et donc il fallait savoir décoller tout ce muscle sans détruire le reste. Donc la France et le monde leur doit beaucoup. Voilà quelques petites photos des premières prothèses de hanche qui étaient en acrylique, donc quand même très rudimentaires. Puis vous voyez celle de gauche, elle a un peu vécu. Très abîmée, mais malheureusement, elle n'est pas restée 30 ans dans le patient, parce que la durée de vie de ces implants-là, à l'époque, c'était 5, 10, 15 ans au mieux. Mais c'était un pas vers l'avant. Donc voilà, un autre ancêtre, entre guillemets, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, qui disait que cela avait donné naissance à la chirurgie prothétique de la hanche et le premier pas vers la modernité. Et donc, les frères Judet sont connus dans la France entière, et de ce fait, ils vont créer la clinique Jouvenet, au square Jouvenet. Je ne sais pas, ceux qui connaissent Paris un peu, c'est une clinique qui existe toujours. Et comme ils viennent de la Creuse, ils font construire leur clinique par les maçons de la Creuse, pour l'anecdote. Une petite image d'autres essais de prothèses, cette fois-ci des Anglais, des Américains. Mackie, c'est un Anglais, donc il s'était dit, je vais mettre un chapeau creux du côté du bassin, et puis une tête dans le fémur, et puis tout ça devrait rouler. Comme on ne connaissait pas trop l'usure des matériaux, tout cela était uniquement en métal. Et puis ça frottait bien, donc ça ne durait pas très longtemps. Donc on passe une dizaine d'années, Sir John Charley, on est toujours en Angleterre, c'est lui qui va vraiment faire les fondements de la chirurgie prothétique moderne, avec d'ailleurs des bases biomécaniques pas toujours vraies, mais dans lesquelles on a cru pendant peut-être 40 ans. Et donc il disait qu'une petite tête dans une grosse cavité en plastique, ça n'allait s'user que très peu. Parce qu'apparemment, plus c'est petit, moins ça s'use. Bon, ça s'appelle la low friction. Et donc, notamment les chirurgiens français y ont cru pendant 40 ans. Alors ça ne s'use pas trop, mais mettez un éléphant sur une tête d'épingle, puis vous allez voir ce qui va se passer. Donc voilà. Mais en tout cas, il a réussi à maîtriser la technique du polyéthylène, qui est une sorte de plastique de haute densité, qui va être collé dans l'os du bassin avec là aussi un ciment adapté, cette fois-ci un ciment acrylique et non plus de maçon. Et en face, donc une tige en métal. Oui, pardon, c'est moi qui vois la diapo, pas vous, désolé. Donc une tige là aussi qui est faite d'une seule pièce, vous verrez après l'évolution de nos implants, qui donc roule. Alors là, on a une vieille image avec une prothèse qui a tenu 22 ans. Pour le néophyte, ça a l'air d'avoir tenu 22 ans. Mais en fait, derrière le gris foncé, vous voyez, il y a plein de taches noires. La tache noire, en fait, c'est ce qu'on appelle le décèlement. C'est la réaction du corps au corps étranger que la prothèse a créé. Donc en fait, cette prothèse, elle est toujours là quand elle a été photographiée, mais elle ne tient pas. J'étais à un congrès donc il y a très longtemps, parce que Charley est mort, je ne sais pas, en 1980 ou 90, 90 je pense. Donc il montrait aussi une radio comme ça d'une vieille lady qu'il avait opérée 25 ans avant. Mais donc comme c'était une lady très riche, et qu'elle avait dans les 90 ans, elle descendait de sa chambre au petit déjeuner et au thé à 16 h, et c'est tout ce qu'elle faisait de sa journée. Par contre, elle avait une prothèse complètement décellée, mais comme elle avait pas mal puis qu'elle faisait rien, la prothèse faisait toujours. C'était notre critère de qualité à nous. Tant qu'on n'avait pas enlevé la prothèse, ça veut dire qu'elle fonctionnait bien. Bon, peut-être. Donc on progresse doucement. Là, on arrive 65, 72, toujours un peu plus moderne. Donc ces prothèses, comme je vous disais, étaient fixées à l'os par du ciment acrylique. Et quand elles ne tenaient plus, à l'époque, on pensait que c'était le ciment qui était défaillant.
Alors c'était vrai et faux, parce qu'en fait la défaillance c'était surtout l'usure du plastique au-dessus. Mais donc là on revient à Cochin en France, avec Marcel Kerboul qui est décédé aussi il y a 5-6 ans. On va tous mourir un jour de toute façon. Et donc il avait modifié la prothèse de Charnley pour adapter les contraintes mécaniques. Et donc du coup on avait vraiment des prothèses donc, du côté du fémur qui étaient fiables, qui tenaient à l'os, pendant que d'autres cherchaient autre chose, se disaient, puisque le ciment est un point de faiblesse de la prothèse, essayons autre chose, essayons de fixer ces pièces métalliques directement à l'os, et si l'os peut se souder dessus, ça fait un problème en moins. Malheureusement, comme toujours, dans les balbutiements de la technologie, ça ne marchait pas, parce qu'on ne trouvait pas les bonnes solutions. Et donc, comme les médecins aiment bien se dénigrer, donc il y avait Kerboul et puis Charnley d'un côté qui disaient grâce au ciment, nous on sait faire des prothèses, puis vos prothèses dites biologiques, elles tiennent pas, elles cassent, elles font mal. Donc les gens se bagarraient dans les congrès de façon stérile et n'avançaient pas toujours. Mais donc chacun avait des idées. Donc vous voyez, dans les années 70-80, il y avait des centaines de modèles de prothèses, plus ou moins viables. Et comme on n'avait pas nos technocrates contrôleurs, avec les normes ISO, etc., donc le champ était libre et parfois posait des problèmes. Voilà 2 illustrations que j'ai trouvées dans mes vieilles revues. Donc toujours, là c'est Robert Judet. Donc une prothèse qui tient à l'os sans ciment, puisque toute la surface est madréporique, mais ça tenait un peu trop. Donc quand il fallait l'enlever, c'était une mission impossible quasiment. Donc ça posait problème. Et deuxième problème, c'est que parfois ça cassait au milieu, parce que les bateaux n'étaient toujours pas au point, la métallurgie n'était pas au point. Alors quand ça cassait au milieu, et que le truc était soudé à l'os, on pouvait y passer quelques heures pour l'enlever. Donc pareil, là c'était aussi Lord, c'est un nom anglais, mais en fait c'est un français. À l'époque, on ne savait pas non plus qu'est-ce qu'il fallait mettre comme tige pour que ça tienne dans un fémur. Est-ce qu'elle pouvait mesurer 10 cm, 20 cm, 30 cm? La biomécanique, ça n'existait pas vraiment, alors que la mécanique, dans l'industrie, ça existait. Donc là aussi, de temps en temps, dans les années 90, on devait enlever des lords qui étaient cassés au milieu, il restait 10 cm dans le fémur. Donc c'était coton. Mais bon, c'est fini. Alors, c'est pas vraiment une anecdote, j'y reviendrai plus tard. Alors, un Français ingénieux, lui c'est Gilles Bousquet, à Saint-Étienne, oui, je n'ai pas fait d'erreur, 75. Donc lui, il va inventer autre chose en se disant toujours, si ça bouge, ça ne s'use pas parce que ça glisse. Donc il va inventer une sorte de cupule double mobilité. Je vous montrerai tout ça après. Donc la tête est dans son insert en plastique et le plastique va être dans une grosse cavité métallique et va bouger, comme je vous ai montré les cupules de Spitz-Peterson des années 30. Et comme tout ça bouge, ça ne s'use pas et ça ne devrait pas trop se déboîter. Mais généralement, quand on a des bonnes idées et qu'on n'est pas complètement idiot, d'ailleurs, je vous montrais sur la diapo, il s'est associé à un ingénieur, lui il a eu l'idée, puis l'ingénieur l'a mise au point, et tout ça a été breveté. Donc 75 plus 25-30, on va arriver à l'année 2000. Donc Gilles Bousquet, jusqu'à ce que le brevet tombe, c'était un grand farfelu, et ça ne marchera jamais. Parce que ça, on l'entend souvent en médecine. Quand les gens ont des brevets, ça ne marche jamais. Donc on repart un petit peu dans la chronologie normale. La 86, 97, on s'approche quand même de l'an 2000. Les prothèses à fixation biologique, enfin, ont trouvé des solutions. Donc un métal dont on se sert toujours, qui est le titane. Le titane, c'est un métal assez étonnant parce que le corps croit que c'est un métal biocompatible. Le corps croit que c'est de l'os, donc il va repousser à sa surface. Après, on a trouvé quelle forme d'implant il fallait mettre dans l'os du bassin, dans le cotyle, qu'il soit hémisphérique, mais pas tout à fait hémisphérique parce que sinon ça roule, donc ça ne tient pas. Et puis, on a été ingénieux dans toutes les formes de tiges qu'on pouvait mettre dans le fémur. Vous voyez, à droite, on a des tiges longues, des tiges recouvertes de blanc, d'hydroxyapatite, des tiges courtes. Et enfin, en 86, c'était une découverte française, on
d'ailleurs ça vient plus de la dentisterie d'ailleurs, on a recouvert ces implants d'hydroxyapatite, qui est en fait une structure osseuse artificielle, non résorbable, et donc l'os va croire encore plus que c'est de l'os, puisque c'est son architecture à lui. Donc restait quand même des points faibles dans ces prothèses, qui est l'usure du plastique, comme je vous disais, et donc certains ont essayé d'utiliser d'autres matériaux, la céramique, et puis le retour aux surfaces métal contre métal. Donc là, toujours une photo assez ancienne, où on va mettre une grosse cupule sur la tête du fémur, qui va bouger dans une grosse cavité en plastique. Mais bien évidemment, cette cavité en plastique va s'user très rapidement. Mais c'était toujours une avancée des années 90, qui ont été largement utilisées en France par un monsieur qui s'appelle Girard, Amiens si je me souviens, avec donc des très bons résultats pendant 5-10 ans, puis des catastrophes qui apparaissent plus tard. Et puis son petit-fils, qui est professeur à Lille aujourd'hui, comme il veut faire la lignée familiale, il me fait aussi des cupules, mais donc modernes, avec 2 surfaces en métal. Mais c'est un des rares centres en France qui continue à faire ce genre de choses, parce que ça a été promu par un Anglais qui, soi-disant, avait des résultats exceptionnels. Et puis à un moment, on a commencé aussi à avoir des échecs tout aussi exceptionnels que les résultats. Et donc, c'est une chirurgie qui est à la limite de l'interdiction. Donc voilà. On avance dans cette description de prothèse de hanche. Maintenant qu'on s'est fixé une tige fémorale au fémur, on utilise de moins en moins de ciment, donc dès les années 2000. Et en France, donc la proportion, on est presque à 100% d'utilisation de prothèses dites sans ciment à fixation biologique. On améliorait la qualité du plastique. On a changé aussi le frottement, puisque, comme je l'ai montré, la prothèse de Charnley, c'était un seul bout de fer. Là, on va mettre au bout de fer des têtes amovibles, donc qui peuvent être de différents matériaux, toujours dans le but que ces prothèses s'usent le moins possible. Enfin vient la céramique. Alors malheureusement, au début, on avait utilisé du zircone qui avait donné des fractures. Donc après, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Et puis, comme heureusement d'autres réfléchissent, on a trouvé d'autres matériaux qui, cette fois-ci, ne s'usent quasiment plus et qui sont aussi de plus en plus utilisés dans le monde. Parce que, comme toujours, quand on invente un nouveau truc, il y a beaucoup de gens qui regardent et puis qui disent « je le ferai quand je serai sûr que ça marche ». Donc moi, j'ai démarré en 95 et maintenant, les gens font ça en 2020, par exemple. Et on revient toujours à cette histoire de double mobilité qui prend de plus en plus d'essor dans le monde entier, puisque quand le brevet est tombé dans les années 2000, là, tout le monde a trouvé ça génial, enfin tout le monde, tous les fabricants ont trouvé ça génial et ont fait X copies, avec d'ailleurs des résultats plus ou moins bons. Et comme je vous le disais, la réapparition du métal-métal, là aussi dans les années 2000, sous couvert de très bons résultats, mais on avait un peu caché la poussière sous le tapis, du moins ceux qui en faisaient la promotion. Alors, un petit peu d'image quand même, ça fait longtemps qu'on ne fait que lire. Les 10 dernières années, on progresse comment ? En faisant d'une chirurgie de moins en moins invasive, mini-invasive surgery, des mini-implants fémoraux aussi, parce qu'on s'est posé la question, pourquoi faire des tiges pas possibles, qui sont difficiles à poser, alors que peut-être que des trucs beaucoup plus courts tiendraient. Donc un exemple de tige beaucoup moins invasive. Il faut préserver l'humain, donc aussi préserver ses os. Comme je vous le disais, on a développé la céramique et donc la double mobilité sur le brevet de Gilles Bousquet. Comment tout ça est fabriqué aujourd'hui ? En fait, on a des barres de titane, des moules. On va commencer par le moulet, l'ouvrier spécialisé qui moule ça à chaud. Donc on a des formes brutes qui sont là. Et de ces formes brutes, on va les usiner sur, cette fois-ci, un tour électronique qui va l'usiner vraiment, pas au micron près, mais quasiment. Et puis après, il y a plein d'étapes de création de la surface, d'apposition de l'hydroxyapatite qui est posée avec une torche plasma, je ne sais pas combien de milliers de degrés. Donc là, on est vraiment dans la technologie pour créer ça. Donc ça, c'est des implants modernes. Une cupule, comme vous voyez, il y a plein de petites taches grises. En fait, c'est la porosité de la surface.
et l'os va repousser à l'intérieur. Et donc, dans les années 90, on avait ça, une tige, de l'hydroxyapatite, une tête en métal au bout, donc qui est amovible, et dans cette cupule avec toujours du plastique. Alors, là aussi, la planète est vaste, hein, donc on parle toujours de l'Occident parce qu'on est nombriliste, et puis qu'on a de l'industrie que les autres n'ont pas. Ça, c'est un autre concept de tige, inventé par un Autrichien. Je vous disais, dans les années 80-90, tout ce que nous, on imaginait, ça ne marchait pas trop. Les Américains, leur tige ne marchait pas trop non plus. Puis là, on a Zweimüller, un Autrichien, qui, dès les années 80, avait trouvé la solution. Par contre, comme en France, on ne connaît pas trop les langues étrangères, encore moins l'allemand, donc on a mis beaucoup de temps à découvrir cette technologie et qui a été très peu diffusée en France, puisque c'était l'antipode de ce qu'on avait comme dogme. Donc voilà, après au milieu on progresse, on remplace le plastique par de la céramique. Au début elle est jaune parce que c'est de la céramique d'alumine standard, et puis là elle est plus fun, elle est maintenant violette parce qu'on y a ajouté encore des éléments pour la durcir et l'empêcher de se fissurer. Et enfin à droite, l'idée de Bousquet, vous voyez toujours cette cupule en métal dont l'intérieur va être poli. Elle reçoit donc le plastique qui bouge à l'intérieur, et à l'intérieur de ce plastique, la tête est sertie dedans, et donc tout bouge. Donc quel est l'avantage? C'est que le mauvais chirurgien qui met sa prothèse de travers, le malade, il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts pour sortir la tête du fémur. C'est surtout ça, aujourd'hui. Hein, puisque ces implants s'usent quand même, hein, donc même si leur développement croît d'année en année, on verra dans 5 ou 10 ans, on reviendra à la case départ d'il y a 25 ans. Mais bon, c'est l'aventure humaine. Qu'est-ce qui a changé aussi? La prise en charge des patients. Hein. Moi, j'ai connu les salles communes, puis les chambres à 4 lits, puis les chambres à 2 lits. Quand on opérait les patients, déjà l'opération pouvait durer 2-3 heures. Un chirurgien un peu entraîné, ça dure 1 heure normalement. Et comme on ne savait pas quoi faire avec les gens, parce qu'on les avait découpés, on avait quand même peur que tout ça lâche, même si on les avait recousus. Donc au début, ils restaient au lit. Alors 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Puis on mettait un gros bandage autour, qu'on appelait un spica, pour que tout ça soit bien calfeutré, puis rendre le patient un peu prisonnier, parce qu'avec le spica, on a du mal à bouger, quoi. Donc on ne bouge pas trop. Et puis, on a pris de plus en plus d'assurance. En 2015, les durées d'hospitalisation, c'était dans les centres modernes 3 jours. Et aujourd'hui, ces mêmes chirurgies sont faites encore sur des durées plus courtes, sur 1 jour, 2 jours. On rentre la nuit chez soi, on prend l'apéro le soir, et on ne revient pas le lendemain à la clinique, à condition de savoir faire. Donc voilà, vous voyez, on développe de la chirurgie où on va ouvrir très peu le patient. Hein, moins on le découpe, moins il a mal, et plus il répare vite. Hein. Et plus il risque de nous faire de complications. Des cicatrices presque invisibles, esthétiques, minimes. Hein, quelques exemples. Donc pour dire qu'il n'y a pas que la prothèse qui a progressé, mais aussi tout ce qui est fait autour. Des outils modernes pour traiter les tissus sans les saccager. Là aussi, c'est des avancées quand même assez récentes, des 20 dernières années au mieux, quoi. On a fait une grosse articulation, on va discuter d'une autre, puisqu'il faut essayer de faire le tour, bien que je ne parlerai pas des épaules, des chevilles, où c'est mon collègue veut faire un aparté, mais il n'a pas d'image. Donc le genou, on va dire que c'est l'articulation la plus complexe. Alors là aussi, le Gluck, en 1890, il avait fait des prothèses de genoux quand même. Mais les seuls patients qui acceptaient d'être opérés, il fallait vraiment qu'ils soient super douloureux, super handicapés et qu'ils aient foi en leur chirurgien. Parce que, la prothèse était on ne peut plus rudimentaire, mise dans des conditions d'asepsie quasi nulles, et donc les échecs étaient souvent très précoces. Enfin, donc toujours 51, on sort de la Seconde Guerre mondiale, donc on essaye de réparer un peu tout le monde. Les idées de mécanique sont rudimentaires, donc on se dit qu'en mettant une charnière à la place du genou, ça devrait marcher. Les portes, elles s'ouvrent, elles se ferment sur une charnière, ça n'a pas l'air de s'user, pourquoi pas faire la même chose? Ça ne marche pas trop.
Donc on essaie de comprendre comment fonctionne un genou, on revient à l'anatomie, et de ce fait on progresse, on comprend que le mouvement d'un genou c'est dans les 4 plans de l'espace, que dès qu'on plie, on change d'axe, on tourne, que c'est vraiment un truc dans les 3 dimensions. Et donc à partir de là, il faut séparer les pièces l'une de l'autre, que le fémur glisse sur le tibia et non plus qu'il soit intimement soudé à lui. En 90, pareil, je vous montrerai après, hein, des implants dits à plateau mobile. Je vous expliquerai aussi ce que c'est une prothèse de genou moderne, hein. En fait, il y a 3 pièces. Une pièce métallique sur le fémur, une en bas sur le tibia et un plastique entre les deux, toujours ce polyéthylène. Mais donc apparaît le concept de mobilité pour essayer de retrouver tous les mouvements du genou, un mouvement plus physiologique. On essaye d'avancer. Un genou humain, ça plie à 130-140 degrés, donc on essaye d'inventer des implants qui au moins arrivent à 120, puis on a toujours plus. Et enfin, donc 2005, de nouveaux concepts biomécaniques avec des formes mâle-femelle, pour parler simplement, donc plus anatomiques, retrouver l'équilibre dynamique des ligaments autour du genou. Et à partir de 2015, des implants dits anatomiques, où au début, les fabricants, comme ils voulaient surtout se faire des sous, ils faisaient des implants les plus simples possibles, puis il y avait 4 tailles, hein. Donc il valait mieux pour vous que votre os corresponde à une des 4 tailles, sinon il fallait trouver une approximation, hein. C'était là aussi à l'époque l'art des chirurgiens. Hein, là vous voyez une prothèse des années 90, hein, comme je vous disais, un bouclier sur le fémur, là il y avait juste un plastique sur le tibia, même pas d'embase. Et vous voyez le bouclier, hein, c'est quasiment un bout de métal qu'on a tordu, hein. Ça n'a rien à voir avec la forme de notre fémur. Hein, c'est pas un fémur de gazelle. Des implants un peu plus modernes. Hein, là, on succède de première intention. Et encore celui-là, déjà, c'est une reprise. Et puis, on peut reconstruire des dégâts de plus en plus importants ou les dégâts créés par les premières prothèses posées quand elles sont usées. Au milieu, on a mis aussi au point, parce que c'est plus facile, des prothèses partielles, parce que souvent les gens ne sont accusés que d'un côté, surtout interne du genou, parfois externe, donc c'est pas la peine de réparer un côté qui est sain. Donc des petites pièces qui là aussi sont modernes. Donc le principe d'une prothèse de genou, hein, très simplement, en fait on veut recréer les surfaces des os usés pour qu'ils puissent glisser l'un sur l'autre. Donc on ouvre le genou, avec des gabarits de coupe, on va couper des petites lamelles d'os pour mettre à nu le bout du fémur et le bout du tibia. Donc le fémur, comme je vous disais, est coiffé par une coquille en métal qui reprend sa forme. Sur le tibia, on a posé une platine qui tient par une quille. Et entre les deux, ce patin, toujours dans ce polyéthylène. Quand on a fait tout ça, on referme. Et puis le patient peut bouger. Donc, ça ne marche pas toujours pareil, hein. Au début, on se dit c'est super, on a tout trouvé. Non, en fin de compte, on ne fait qu'avancer pas à pas. Donc, les patients, malheureusement, ils ont des douleurs, parfois des défaillances mécaniques précoces. Alors, on essaie de réfléchir sur nos erreurs. Et puis, tous les 4-5 ans, on arrive à progresser. Surtout, on se dit qu'il faut essayer de comprendre la dynamique, la biomécanique du genou. Et à partir de là, trouver des solutions mécaniques. Donc les principes de notre prothèse, c'est d'équilibrer l'espace qu'il y a entre les deux os et surtout d'arriver à recréer une dynamique de ligaments, parce que les ligaments, on est en extension, flexion, 30, 90 à fond, et c'est des élastiques, mais des élastiques vivants. Donc il faut que l'élastique il soit tendu de la même façon à 0, à 90 et plus, parce que sinon le genou il va être brinque-ballant, il ne va pas fonctionner. Donc je vous en avais parlé tout à l'heure, là c'est des Américains dans les années aussi 85-90. Hein. Donc ils ont réfléchi sur tout ça, ils ont vu que ça bougeait dans tous les plans de l'espace. Hein. Dès qu'on plie, on tourne. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc du coup, on ne peut pas avoir une charnière qui va tout droit. Donc ils ont analysé ça, ils ont vu qu'on balançait vers l'intérieur, vers l'extérieur, et ont imaginé des formes dites congruentes, hein, toujours mâle-femelle, mais qui vont être congruentes dans tous les plans de flexion, et qui, avec justement ce patin mobile, un peu comme l'idée de bousquet dans la hanche, vont tourner quand on plie le genou, puisqu'on peut tourner quasiment sur 30 degrés quand on fait flexion-extension. Alors toujours pareil, brevet,
Donc silence radio pendant 20 ans. C'est quoi cette idée de fou? Ça ne marchera jamais, c'est n'importe quoi. Et puis quand en 2000, le brevet tombe, pof, d'un seul coup, tous les fabricants font une copie. Toujours pareil, plus ou moins bien faite, quoi. Donc voilà le principe vu de profil, hein, où on va glisser sur une même rayon de courbure pour que tout ça soit toujours en congruence. Et là, une des prothèses modernes. Donc c'était Papa, c'est Butchel. Butchel doit être encore vivant, mais 90 ans. Bon, en France, on est ingénieux aussi, hein. On a un peu les mêmes idées à Lyon, qui est une des écoles de référence en chirurgie du genou, où on a 2 jours. D'ailleurs, là, c'est son fils qui exerce maintenant, qui reprend à peu près les mêmes principes et donc met au point une prothèse de genou. Et enfin, les Anglais ne sont pas en reste. Sur les prothèses partielles, vous voyez des petites prothèses, un petit bout sur le fémur, un patin qui bouge et qui tient sur une petite platine. Donc toujours, on veut restaurer cette cinétique, cette cinématique articulaire. Au début, on avait des implants pas nécessairement rudimentaires, hein, pour poser les prothèses. Et chaque implant, chaque matériel était fabriqué par le fabricant, hein, donc différent d'une prothèse à l'autre et d'un fabricant à l'autre, donc avec des résultats plus ou moins bons. Et puis, comme on aime bien jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, donc on essaie, on se dit, ça marche pas, on va faire autre chose, quoi. Donc, du coup, l'apparition d'instruments sur mesure, hein, personnalisés aux patients, à partir d'imagerie 3D. Hein, dans les années 90, je disais aux fabricants, ce serait bien de faire des prothèses avec un scanner. Je disais, mais t'es fou, un scanner, mais d'abord, il n'y en a pratiquement pas, puis ça coûte beaucoup trop cher. Donc, il a fallu attendre 2010, ou je ne sais plus combien, ouais, à peu près. Maintenant, donc ça a été une expérience pendant longtemps, hein, ça existe toujours, mais avec des succès toujours mitigés, parce qu'en fait, quand on analyse nos résultats, on veut qu'ils soient meilleurs que ceux d'avant. Sinon, ce n'est pas la peine de mettre en branle une technologie pour avoir la même chose. Donc on se pose des questions, comme mon petit chien. Et après, on a inventé ce qu'on appelle la navigation, où on met des repères sur le corps du patient avec un détecteur qui nous donne des informations sur les axes, sur ce que l'on est en train de faire et comment on veut couper. Et enfin, jusqu'à arriver à nos robots, puisque à la maison, on a un robot. Alors bon, chez moi, à ma maison, il sert surtout à laver le parterre. Donc voilà, hein, l'industrie, c'est 20 ans d'expérience de navigation, hein, avec donc des capteurs qui nous permettent de déterminer les axes que l'on ne peut pas nécessairement voir à travers le corps. Et donc ces instruments sur mesure, vous voyez, c'est des guides coupe qui sont modélisés à partir d'images 3D. Donc ce n'est pas la prothèse qui est sur mesure, comme certains veulent le faire croire aux patients, c'est le guide coupe qui est sur mesure. Alors, le guide coupe sur mesure, c'est très bien vous voyez, là, le guide coupe, il est posé aussi sur le moule reconstitué en 3D du fémur du patient. Alors là, il matche parfaitement, hein, ça s'adapte parfaitement bien. Par contre, quand vous ouvrez le genou du patient, ça s'adapte souvent moins bien. D'où des résultats moins bons. Donc c'est à partir de là qu'on s'est dit, si on confiait tout ça à un robot, peut-être qu'il ferait mieux, quoi. Donc ça éviterait... Bon, là, c'est un échec de prothèse de genou pour vous montrer. Alors, ce n'est pas dû à la malfaçon du chirurgien, c'est dû à la malfaçon du fabricant. Mais les fabricants, quand ils viennent nous voir, ils ont toujours inventé la prothèse qui plie plus que celle qu'ils avaient inventée il y a 2 ans. Hein, déjà, en 90, elle pliait à 130, puis depuis 90 jusqu'à 2020, tous les 2-3 ans, elle plie 10 degrés de plus. Donc, normalement, elle devrait plier à 200 à peu près. Hein. Voilà. En fin de compte, ça peut donner ça, quand on a fait des malfaçons technologiques. Donc là, heureusement, on a des implants plus massifs pour reprendre. Et enfin, le robot apparaît pour éviter ça. Hein, c'est sûrement un bon chirurgien, mais avec de mauvais outils qui lui ont fait poser une prothèse complètement oblique. D'ailleurs, même le fémur est oblique. Hein. Maintenant, peut-être ce jour-là, il avait un torticolis, on ne sait pas. Mais en tout état de cause... pour éviter l'erreur humaine, on s'est dit on va confier le job à des trucs qui ne people pas la veille au soir, ne tremblent pas parce qu'ils ont un début de Parkinson, etc. Donc a priori, ils sont fiables. D'où l'apparition des robots. Là aussi, hein, ça fait un moment. Pour revenir à la France, en fait, les robots ont démarré non pas du tout en orthopédie, mais en neurochirurgie, avec un franco-béninois, hein, le Bertin Naoum, qui a créé donc le ROSA,
mais le Rosa Brain, hein, pour le cerveau. Parce que, toujours pour que le patient ait le moins de séquelles possible de sa chirurgie neurologique, il fallait pas détruire le reste, quoi. Donc il a fait son truc, hein, qui soignait certaines épilepsies, Parkinson, dystonie. Et puis, comme ça marchait très bien, il a revendu sa société aux Américains, comme toujours, hein. Vous avez vu, on a quand même inventé beaucoup de choses en France, mais il n'en reste pas grand-chose. Hein. L'hydroxyapatite, c'est un autre Américain qui a racheté aussi. Et donc après, on est parti, comme la neurochirurgie, il s'occupe aussi du rachis, sur les visées du rachis. Hein, puisque on met des vis dans les vertèbres avec des tiges pour fixer les vertèbres qui dégringolent l'une sur l'autre ou fixer des scolioses. Mais là aussi, il y a d'un côté l'art des chirurgiens qui sait où mettre la vis, mais qui se trompe quand même dans 5% des cas. Et puis la visée donc extérieure via un robot qui, lui, a presque 100% de fiabilité. Donc deuxième étape, c'est le rachis avec des technologies qui sont très au point. Et enfin, donc on arrive, comme Zimmer a voulu bien sûr développer ça dans tous ses segments d'activité, aux hanches et aux genoux. Hanches, c'est très récent, c'est même pas encore commercialisé. Mais donc le genou, où on se dit on va coupler la navigation avec un robot, puis on va être super fiable. En tout cas, c'est les objectifs. Donc là, ce robot que nous, on a chez nous, c'est ce qu'on appelle un cobot. Hein, donc c'est pas un robot actif, hein, il fait rien en fait. Hein. Il va juste fiabiliser la pose de l'implant. Il vous donne des repères et après, il ne tremble pas. Donc la scie est posée au bon endroit sans changer de place entre deux. Donc ça peut se faire toujours, maintenant on a de l'imagerie, en s'aidant soit d'une IRM, d'un scanner, de radio ou de rien du tout, parce que pendant l'opération, on prend plein de repères qui servent. Donc on veut améliorer les résultats cliniques. La prise de décision du chirurgien va se faire pendant l'intervention, puisque ce robot va donner des informations sur ce qui se passe. Hein. Donc la précision chirurgicale devrait être accrue, puisque comme je vous montrais sur la radio d'avant, 20 degrés d'erreur, ça ne peut pas exister avec ça, normalement. Après, ça ne devrait pas exister non plus dans les mains du chirurgien. Donc ça peut se faire dans n'importe quelle façon. Hein. Et puis, on va économiser l'os et puis essayer de ne pas abîmer les tissus, hein, puisqu'il va se poser juste à l'endroit que l'on veut. Et toujours pareil, hein, c'est juste des dogmes, hein, une supputation, hein, attention. Hein, ça devrait au total donner moins de douleur et donc les patients y récupéraient plus vite. C'est comme je vous disais, les prothèses de genoux, tous les 2 ans, elles gagnent 10 degrés de flexion. Donc là, avec le robot, hop, les gens courent le lendemain. Hein, peut-être pas. Enfin, en tout cas, on a plein de données pendant l'intervention, donc on arrive à avancer. Un autre robot que j'ai essayé, alors lui, c'est complètement différent. Là, c'est un robot actif. Donc vous faites, en fait, on fait de l'imagerie avant. Je planifie la prothèse que je veux poser, la taille, l'endroit où je veux la poser sur un logiciel. Je lui mets une clé USB. Bon, je l'installe quand même sur le genou. Hein. Bon, là, c'est un genou en plastique, donc il ne craint pas de se faire mal. Et puis après, c'est le robot qui fait tout. Il coupe tout à votre place. Pendant ce temps-là, vous êtes assis et vous surveillez juste au cas où il dérape. Mais normalement, il ne dérape pas parce que dès qu'il y a une erreur, il se met en arrêt. Donc voilà, vous voyez, on voit une petite fraise qui va tout couper. Mais comme vous avez stabilisé les os avec des grosses vis externes, donc il n'y a rien qui bouge, donc lui, le robot, il a ses repères et il fait tout à votre place. Donc là, il serait hyper fiable. Mais il y a toujours un facteur humain, hein, comme dans le robot d'avant, c'est que c'est l'humain qui décide quel degré il va prendre sur les données qu'il a données. Et avant lui, c'est moi qui ai mis sur la clé USB la façon dont je veux mettre la prothèse et quelle taille je lui mets. Donc maintenant, si j'ai rien compris la façon de la mettre, lui, le robot, il va exécuter, quoi. Donc il est actif, mais il obéit aux ordres. Donc c'est un bon toutou. Bon, ça, c'est pas encore commercialisé en Europe. Et puis le truc, il pèse 1 tonne. Donc il va falloir l'installer dans une salle d'opération. Donc voilà, un petit aparté. Hein, on parle beaucoup, il y a des gens qui parlent tout le temps, puis il y a des gens qui font, quoi. Alors, parfois ils réussissent, parfois ils loupent. Hein. Mais en tout cas, j'espère que le robot ne remplacera pas la main de l'homme. Hein, parce que la main, c'est une chose, mais au-dessus de la main, il y a un cerveau qui a un peu plus, pour l'instant, en tout cas, de cellules
l'ordinateur et l'intelligence artificielle, même si elle veut prendre notre place. Voilà.